Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 115. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à 10 techniques d'écriture pro qui ont changé ma vie. Vraiment. Donc j'avais envie de te les partager et peut-être que certaines vont trouver un écho auprès de toi, certaines vont peut-être te faire réfléchir. L'idée est toujours la même avec ces épisodes de podcast, c'est de te livrer mon expérience ainsi que celle de certains auteurs, autrices avec lesquels je discute et avec lesquels j'échange et voilà, de te les partager et peut-être éventuellement tu peux en découvrir certains ou en redécouvrir d'autres et l'idée étant toujours pareil de te faire ta propre expérience, ta propre idée et de petit à petit, à force d'écouter des dizaines et des dizaines de conseils, finir par te faire une sorte de base de données dans laquelle tu vas pouvoir puiser lorsque tu te mets à écrire et ça va aussi participer à ta culture professionnelle. Donc voilà mes 10 techniques qui ont, en tout cas pour moi, changé ma vie d'auteur. Alors peut-être que toi pas du tout, mais on va commencer sans plus tarder par la première. Alors, la première, elle est un petit peu dure, mais moi les conseils que je m'applique sont en général des conseils qui vont droit au but. Ils sont assez abrupts. Bref, le premier conseil que je vais te donner, c'est de supprimer les scènes que le lecteur peut facilement imaginer. Pourquoi est-ce que ce conseil-là, il a changé ma vie ? C'est parce que quand j'ai démarré ma carrière d'auteur, en tout cas quand je me suis mise à écrire dans l'optique de présenter mon manuscrit à un éditeur, donc plus uniquement pour me faire plaisir à moi ou à mes amis, j'avais tendance à avoir peur de n'être pas assez clair dans l'esprit du lecteur. C'est-à-dire que j'avais bien conscience que l'histoire que j'allais écrire, j'allais la donner à des inconnus. Et à des inconnus que je ne verrai pas au moment où ils vont prendre connaissance du récit. Donc à des inconnus vers lesquels je ne pourrais pas aller pour leur expliquer mais voilà exactement ce que je voulais mettre en place à ce moment-là, voilà ce que tu es toi, lecteur, censé comprendre à ce moment-là. Et vraiment, j'avais cette crainte de me dire, si ça se trouve, mon message, mon personnage, mon intrigue va passer complètement à côté. Et du coup, le lecteur ne va pas comprendre à quel point ça c'est important, à quel point ça c'est essentiel. Et du coup, j'en faisais un peu des tonnes. Et ça, c'est souvent, maintenant que je lis assez régulièrement des manuscrits de jeunes auteurs qui ne sont pas encore professionnels, c'est quelque chose qui se remarque assez facilement lorsqu'on est face à des auteurs qui sont nouveaux dans la profession. On a peur de mal faire. Et donc, comme on a peur de mal faire, on en fait des tonnes. Et on explique, et on explique, et on revient sur l'explication, et on redécrit la scène, et on a tellement peur qu'il y ait un quiproquo, ou que l'intensité narrative, elle soit pas assez comprise par le lecteur, qu'on se met à décrire des choses qui sont inutiles. Que le lecteur va comprendre de lui-même, et qu'il suffirait simplement de sous-entendre pour que ce soit acté dans l'esprit du lecteur et qu'on passe à autre chose. Et donc, on a tendance à surmultiplier les descriptions et les scènes secondaires par rapport à la liste de scènes qui sont essentielles au développement de l'intrigue et au développement des personnages. Et on se retrouve non pas avec une intrigue en ligne forte, avec à côté des intrigues secondaires, des personnages qui s'entremêlent, des rebondissements, des péripéties qui s'accrochent et qui soutiennent ce faisceau de lumière principal. Au lieu de ça, et c'est ça qui fait la bonne structure d'un roman efficace, au lieu de ça, on se retrouve avec de multiples lignes parallèles, de même importance, avec des scènes qui sont toutes sur le même pied, et qui embrouillent le message, qui embrouillent le lecteur, et qui, au lieu, au contraire, de lui faire comprendre le ou les messages véhiculés dans le roman, vont complètement l'embrouiller. C'est-à-dire que le lecteur ne va plus du tout savoir quelle histoire il est en train de lire. Et en fait, notre intention de départ qui était de lui faciliter la compréhension du récit, on passe complètement à côté.
Et c'est pas du tout ça qui va se produire, c'est même au contraire tout l'inverse. La hiérarchie des scènes essentielles avec des scènes accessoires est fondamentale dans l'équilibrage de la structure d'un roman. Et dans les scènes secondaires, et on va en avoir plein de scènes secondaires, il va y avoir plein de péripéties évidemment, on a tendance à en faire des tonnes lorsqu'on débute dans le métier d'auteur et à surmultiplier les péripéties, à surmultiplier les scènes, alors que des fois, certaines scènes, elles mériteraient d'être simplement sous-entendues. Donc pour éviter ça, clairement, il y a une question que moi je me pose tout le temps lorsque je corrige mon premier jet, c'est est-ce que cette scène-là, le lecteur pourrait pas aussi efficacement se l'imaginer par une ellipse ou par un simple sous-entendu? Si clairement mon sentiment c'est que, mais oui, clairement, c'est pas la peine que je la décrive, c'est évident, tel que je déroule l'action, tel que je déroule le chapitre et l'intrigue, évidemment qu'on se doute bien que cette scène-là, elle doit se dérouler de cette façon-là. Il y a même pas de suspense parce que comme je déroule l'intrigue, on va comprendre que cette scène ne pouvait se dérouler autrement que comme ça. Alors, si on pouvait comprendre qu'elle ne pouvait se dérouler que comme ça sert à quoi de l'expliquer? Autant que le lecteur se l'imagine, lui laisser de nouveau un peu de liberté sur l'imagination et sur les pistes qu'il va développer à la lecture du récit, plutôt que de le gaver inutilement de scènes qui sont, j'allais dire, des lapalissades dans ton récit, et qui sont évidentes dans ton récit. Si une scène est évidente, elle n'a rien à faire dans ton roman, parce que c'est couru d'avance, parce que le lecteur va comprendre tout de suite dans quel sens est-ce que cette scène, elle va s'organiser, puisqu'elle est évidente dès le départ. Si une scène est évidente, tu l'enlèves et tu mets une ellipse où tu fais sous-entendre cette scène-là. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est utiliser des verbes forts, des verbes caractérisés. Alors ça a changé mon écriture. Je me souviens, les premiers manuscrits que j'ai écrits, c'était être, avoir, être, avoir, donner, parler, dire. Voilà, ça ce sont des verbes. Alors je dis pas qu'il faut les éradiquer, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut les supprimer totalement. Je suis juste en train de dire que il faut vraiment veiller à colorer au maximum les verbes que tu emploies. On a une langue très riche qui dispose d'une myriade de verbes, des verbes qui caractérisent des émotions, qui caractérisent des actions. Vraiment, on a une bibliothèque de verbes extraordinairement riche et foisonnante. Donc il faut vraiment taper dedans. Alors bien sûr, tous les conseils que je te donne, ce sont des conseils qu'il faut appliquer avec subtilité. Alors je suis pas du tout en train de te dire que tu ne dois jamais répéter le même verbe dans ton manuscrit parce que là ça va tourner à la mécanique et on va bien voir que c'est un exercice de style. Mais juste de te dire de temps en temps, quand même, je sors de ma zone de confort. Et alors la zone de confort de l'auteur, c'est que on a tous une espèce de liste inconsciente de mots et de verbes, une liste de vocabulaire tout simplement, qu'on a tendance à toujours actionner qui ressort de notre plume, de notre sensibilité, etc. Donc le fait d'être vigilante sur ce thème-là, ça permet de nous faire sortir de cette zone de confort et de temps en temps d'appliquer des verbes plus précis, plus connotés, moins usités et qu'on emploie moins et qui colorent un paragraphe, vraiment. Donc ça c'est très important. Donc fais attention à utiliser des verbes forts le plus souvent possible. Et puis le troisième conseil, qui est un peu lié à ce conseil-là, c'est d'éviter de faire toujours la même construction de phrase. Et là aussi, c'est quelque chose que on va avoir tendance à faire de manière totalement inconsciente. C'est-à-dire que l'auteur, il a des automatismes. Clairement, des automatismes d'écriture. Et du coup, il a tendance à utiliser toujours les mêmes constructions de phrases. Et c'est quelque chose qu'il a intégré et c'est complètement inconscient. Tout comme il a un petit peu tendance à toujours utiliser les mêmes thématiques, les mêmes concepts ou parfois les mêmes caractères de personnages. Donc c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait humain et tous les auteurs sont confrontés à ça. Et le fait de garder en point de vigilance, le fait de varier les constructions de ces phrases, ça permet encore une fois de rompre cet automatisme qu'on a tendance tous à avoir. Et ça se fait en règle générale, pas au moment de la rédaction du premier jet bien entendu, mais c'est au moment où on corrige son premier jet. Il faut qu'on veille à varier la structure de ces phrases. Donc éviter le fameux sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément.
Pourquoi ? Parce que à la lecture, alors nous, on s'en rend pas forcément compte parce que encore une fois, on a la tête dans le guidon et puis on n'est pas tellement lecteur de ce qu'on écrit. Mais un lecteur qui va prendre connaissance de notre histoire, il va l'intégrer ça. Ce rythme qui se répète comme si le disque était rayé, ça lui fait exactement cette même impression. Le disque est rayé parce qu'il y a la même musicalité, il y a le même rythme, souvent le même nombre de mots dans une phrase. Assez souvent, encore une fois, on se rend pas compte, mais généralement c'est ce qui se produit. Donc, le fait de régulièrement te dire je pense à inverser sujet-verbe complément ou à changer l'attaque de mes phrases, etc. Ça permet de varier la plume et d'éviter de tomber dans le syndrome du disque rayé. Autre conseil, c'est d'éviter de surmultiplier les explications. Vraiment, il faut être beaucoup plus dans la description, la mise en scène, le dialogue, etc., plutôt que dans l'explication. Les explications sont souvent assez lourdes et surtout elles mettent le lecteur dans une position complètement passive. Et je l'ai déjà plusieurs fois mentionné dans les masterclass ou dans les épisodes du podcast. Plus tu mets le lecteur dans une position passive, c'est-à-dire en gros il ouvre la bouche et toi tu y vas et tu bourres de connaissances et tu lui dis voilà comment tu dois comprendre ce personnage, voilà comment tu dois comprendre mon monde, voilà comment tu dois comprendre l'intrigue, et moi je t'explique tout. Je te donne le mode d'emploi de mon intrigue. À ce moment-là, il n'y a plus de marge de manœuvre pour le lecteur, donc il s'assoit, il s'installe et il dit « dont acte ». Ok, bon bah je prends ton explication et je suis. Et du coup, le fait d'être passif, il va décrocher à un moment ou à un autre. C'est un petit peu le même principe que lorsqu'on assiste à un cours, lorsque le cours n'est pas du tout interactif, lorsque on ne sollicite pas l'auditoire, qu'on ne pose pas de questions auprès de l'auditoire, bah, qu'est-ce qui se passe ? On va commencer à décrocher. On va décrocher de ce que le formateur ou le prof est en train de raconter, on va penser à sa liste de courses, on va penser à ce qu'on va manger ce soir, etc., etc. Pourquoi ? Parce que en étant passif, on finit par décrocher. L'attention finit par décrocher. Donc, la description rend passif le lecteur. Il faut lui laisser une marge de manœuvre. Il faut qu'il redevienne actif. Il faut qu'il analyse lui-même le personnage. Il faut qu'il se questionne sur l'intrigue. Il faut qu'il se pose des questions sur le récit tout au long de la narration. Qu'il se pose des questions sur le devenir, la nature, les secrets de tel ou tel personnage. Et plus il est actif, plus il a envie d'avoir les réponses à ces questions, parce que c'est humain, en fait. Donc, susciter la curiosité du lecteur, c'est créer un page turner. Ça, c'est vraiment la base. Et donc, la description tue le côté actif. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien expliquer. C'est important de temps en temps d'expliquer, et puis des fois, on n'a pas le choix. On est vraiment obligé de passer par l'explication. Je dis juste qu'à chaque fois que tu relis ton premier jet, tu dois te demander, est-ce que je ne peux pas faire autrement que d'expliquer ? Est-ce que je peux pas le mettre en scène ? Est-ce que je ne peux pas le montrer ? Est-ce que je ne peux pas le décrire plutôt en faisant appel aux 5 sens du lecteur ? Si la réponse est non, alors tu gardes la description. Autre conseil, vraiment, il faut être précis dans chacun de ces termes et de ces phrases et de ces chapitres. Alors là, ça retoque un peu avec ce que j'ai dit sur les verbes caractérisés. Même si quand je parle de verbes forts et de vocabulaire fort, c'est dans le sens coloré de sa plume, mais c'est évidemment lié au fait que si on prend des verbes qui sont neutres, trop de verbes neutres donnent une impression d'imprécision dans la narration. Alors que plus on va se servir de vocabulaire précis, et plus ce sera efficace et plus ça donnera l'impression que la plume est acérée, qu'elle est incisive, qu'elle est ciselée. J'ai encore eu une review d'une bookstagrammeuse, je crois, et qui disait dans sa review si vous aimez les plumes ciselées. Et l'expression plume ciselée, c'est quelque chose que j'ai vraiment très souvent vu dans les reviews de booktubeurs ou de bookstagrammeurs ou de booktalkers, puisque maintenant il y a aussi des booktalkers. Alors c'est pas du tout parce qu'ils s'espionnent et puis ils ne sont pas du tout originaux, c'est pas du tout ça. C'est que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une plume ciselée, c'est une plume qui va droit au but. Une plume précise, une plume qui fait mouche. Et ça, les lecteurs sont extrêmement sensibles à ça. Donc, à chaque fois que tu relis ton manuscrit,
Pose-toi la question de est-ce que je peux pas avoir un vocabulaire plus précis? Est-ce que je peux pas être encore plus précis ou précise sur ce que j'ai envie de dire? Autre conseil, c'est l'ascenseur émotionnel. Vraiment, et alors ça c'est bien sûr il faut avoir les techniques narratives du suspense, je te renvoie aux formations liées à l'écriture. À l'ICAR, on a un module entier sur la pyramide de tension narrative et l'intégration du suspense dans ton roman. Il faut absolument jouer avec les émotions du lecteur. Et pour jouer avec les émotions du lecteur, il faut instituer ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. On monte en pression, on culmine, puis on redescend. On remonte en pression, on culmine, on redescend. Tous les best-sellers, tous les blockbusters sont articulés autour de cette ondulation ou ce relief escarpé de montagne. Il faut vraiment que tu vois ta narration et que tu visualises ta narration de cette façon-là. À l'ICAR, dans la méthode d'écriture, on a la montagne de la narration et c'est précisément ça. Comment instituer un relief escarpé d'émotions, et c'est bien ce que ça veut dire, c'est pour instaurer un ascenseur émotionnel. On tend, on relâche, on tend, on relâche. C'est la base d'un page-turner et ça marche à tous les coups. Donc ça, c'est vraiment important et moi, ça a vraiment changé ma vie quand j'ai compris ça. Mes romans ont vraiment, j'allais dire level up, mais de qualité, mais vraiment ont acquis en qualité et en professionnalisme. Ça, c'est une évidence. Autre conseil, donner des failles à tes personnages. Je ne reviens pas là-dessus, je l'ai souvent dit quand j'ai abordé la question de la construction et de la création des personnages, c'est que il faut vraiment tordre le cou à la perfection. Éradiquer la perfection, vraiment. Même Superman, même Captain America, ils ont des failles. Et c'est pour ça qu'ils sont intéressants. S'ils n'ont pas de failles, ils perdent totalement leur intérêt parce qu'on se fout de savoir ce qui arrive à quelqu'un de parfait. Donc, pense à mettre des failles dans tous tes personnages. Et je vais même plus loin, pense à mettre des contradictions dans tes personnages. Parce que ça les rend crédibles, ça les rend vraisemblables. Parce que, en fait, l'être humain est une somme de contradictions. En plus de sommes de contradictions qui changent. En fait, les contradictions qu'on a eues il y a 2 ans sont pas les mêmes contradictions que l'on a maintenant et que l'on aura plus tard. Donc ça, c'est vraiment important quand tu crées tes personnages et quand tu relis ton premier jet, d'être vigilant sur le fait que tes personnages doivent être multidimensionnels. Et multidimensionnel, ça veut dire comporter des failles et des contradictions. Autre conseil, j'ai perdu du coup le compte, mais quand j'ai préparé ce podcast, il y en a bien 10. Donc, autre conseil, c'est de te poser cette question quand tu relis ton premier jet. Est-ce que je peux pas réduire le nombre de mots? L'idée étant d'utiliser le moins de mots possible pour une idée. Pourquoi je dis ça? Parce que ça paraît un peu en fait contradictoire avec le métier d'auteur qui est d'être un professionnel du maniement des mots, à être dans la prose, à travailler sa plume, etc. En réalité, moins de mots, c'est plus de puissance. C'est plus de puissance, donc c'est plus d'émotion pour le lecteur. C'est une erreur de débutant de penser que plus on met de mots, plus on explique, plus on donne des détails et plus le lecteur va avoir l'impression d'en avoir pour son argent ou va avoir l'impression que waouh là là, la plume de l'auteur, elle est tellement riche, elle est tellement... Pas du tout en fait. Moins de mots, c'est plus d'efficacité, c'est plus d'émotion. Et toi, ton travail, c'est pas d'en faire des tonnes et c'est pas de remplir des pages, c'est de provoquer des émotions dans le cœur du lecteur. C'est ça le premier travail d'un auteur. Donc, c'est la question que tu dois te poser quand tu corriges ton premier jet, c'est ça là, est-ce que je peux pas l'expliquer de façon plus efficace en moins de mots? Et ton paragraphe va gagner en intensité. Et ça t'évitera typiquement le genre de reproche que les éditeurs donnent sans plus de détails. Oui, c'est bien, mais le livre manque de dynamisme. Bah voilà, c'est ça. Le dynamisme, c'est ça. C'est que, clairement, on peut raconter la même chose que ce que tu as écrit en beaucoup moins de mots, donc avec beaucoup plus de force. Autre question que je me pose quand je relis le premier jet, et que je ne me posais pas au début, mais que je me pose maintenant systématiquement à chacun de mes manuscrits et qui a vraiment permis d'augmenter leur qualité et leur équilibre, cette question-là, c'est comment est-ce que je peux rendre ce chapitre ou cette scène encore plus intéressante? Alors, évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de réponse unique. C'est juste que le fait de te poser cette question, de t'obliger à te poser cette question-là, ça va te permettre de chercher les failles dans ta scène. Inconsciemment, pour répondre à cette question-là,
tu vas chercher la faille dans ta scène, l'approximation, le flottement. Et là, tu vas te dire, cette scène-là, elle serait bien plus intéressante ou bien plus puissante si. Et je peux te garantir que même si là, évidemment, si je te pose la question comme ça, tu n'as pas la réponse, mais quand tu vas te poser cette question sur un chapitre ou sur une scène, il y a des réponses qui vont te venir, il y a des idées qui vont te venir, donc fais-toi confiance. Et ces idées-là sont souvent bien meilleures que celles que tu as eues au moment où tu as écrit ce chapitre ou cette scène. Et enfin, dernière question que je me pose lorsque je relis mon premier jet ou certains passages, c'est dans le contexte de la scène, avec le caractère du personnage qui l'incarne et la vit, est-ce que j'aurais réagi comme lui ? C'est-à-dire que tu vas te mettre dans la peau de ton personnage, avec les qualités, les défauts, ses failles, son caractère, son schéma de comportement, etc. Donc tu vas jouer son rôle, et tu vas te plonger dans la scène, et tu vas te demander, si j'étais lui dans cette scène, est-ce que j'aurais réagi comme ça ? Cette question-là, je peux te garantir qu'elle est magique. Le nombre de fois où je me suis dit, mais ce serait tellement pas crédible, même en étant lui ou en étant elle. Donc avec ses super pouvoirs, ou parce que c'est un super vilain, ou parce que c'est un meurtrier, ou parce que c'est un super enquêteur, etc. Je me mets vraiment dans sa peau, j'essaye de réfléchir et de penser comme lui, et je sais le faire puisque c'est moi qui l'ai créé. Et si là je me dis, mais non, mais si j'étais lui dans cette scène, j'aurais carrément pas réagi comme ça. Et là, il y a une faille de crédibilité et de vraisemblance dans ton personnage. Ça marche à tous les coups. Donc cette question-là, moi, elle a changé ma vie et je me la pose encore systématiquement quand je corrige mon premier jet. Donc tu verras qu'elle va te permettre de cibler des problèmes de logique, de réaction de tes personnages et parfois des problèmes de vraisemblance. Et il y en a toujours, quand on écrit un premier jet, on n'est pas parfait, il y en a toujours. Et surtout, après, tu seras inattaquable lorsque l'éditeur te dira mais ce personnage-là, je pense que c'est pas très logique la façon dont il réagit. Et toi, tu pourras lui dire, si c'est logique pour telle et telle raison, parce que j'y ai déjà pensé. Voilà ce que je voulais te dire sur ces 10 techniques d'écriture pro qui, moi, ont vraiment changé ma façon d'écrire et m'ont vraiment beaucoup aidé. J'espère que tu en as découvert certaines et j'espère surtout que ces techniques-là vont t'aider et en tout cas, je t'encourage à les tester et à voir si elles te correspondent ou pas. En tout état de cause, je te dis évidemment à très vite pour un prochain épisode de podcast. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licares.fr, licares.fr. Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.